Prenez place, s'il vous plaît. La commission reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Je vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi 59. Loi édictant la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives, renforcer la protection des personnes. Je souhaite la bienvenue au Forum musulman canadien. Je vous invite à vous présenter et je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés et chers auditeurs. Je tiens au nom du Forum musulman canadien à vous remercier pour cette occasion qui nous permet d'échanger au sujet du projet de loi 59, loi incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. Nous nous présentons aujourd'hui, moi-même, Sama Jebari, porte-parole, Monsieur Samer Majzoub, président du Forum musulman canadien. Fondé en 1994, le Forum musulman canadien est une organisation communautaire qui représente les intérêts et les préoccupations collectives des citoyens canadiens et québécois de confession musulmane. Il poursuit la mission principale de promouvoir l'intégration et l'implication citoyenne de la communauté musulmane dans la société québécoise et canadienne et de protéger les droits civils des citoyens. L'auteur, Forum musulman canadien, a pour objectif de bien représenter la communauté musulmane devant tous les paliers gouvernementaux, municipal, provincial et fédéral, et devant la société civile. Le Forum musulman canadien travaille à promouvoir et à bien préserver l'identité, l'image et l'harmonie de la communauté musulmane au sein de la société québécoise et canadienne. Nous tenons à remercier des personnes qui ont nourri nos réflexions sur le projet de loi, Maître William Corbatly de Corbatly Avocat, Maître Rémi Bourget de Mitchell Gattuso et Monsieur Jean Dorion, sociologue et auteur. Je vais faire aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Madame la Ministre, un sommaire exécutif de tout le mémoire que j'ai déjà soumis, que nous avons soumis, donc tenant compte du temps alloué. Dans le présent mémoire, le Forum musulman canadien expose sa lecture du projet de loi 59, loi édictant à la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes, présentée le 10 juin 2015 à l'Assemblée nationale par Madame la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la condition féminine, Madame Stéphanie Vallée. Le Forum musulman canadien, dans sa lecture, accueille favorablement l'adoption de plusieurs des mesures mentionnées par la ministre dans le projet de loi numéro 59, tout en demandant de préciser les moyens, les règles et les procédures qui les accompagnent. Nous, Forum musulman canadien, appuyons a priori la prévention et la sanction des propos haineux et incitant à la violence et valorisons la promotion de la protection des personnes contre ce discours au rang des droits fondamentaux et d'inclure cette protection à la Charte des droits et libertés de la personne. Cependant, il est essentiel qu'une définition claire et précise du discours haineux soit incluse dans le projet de loi 59. Aussi, nous jugeons la nécessité générale que ce projet de loi ne limite pas abusivement la liberté d'expression. A priori, et en tenant compte d'un premier niveau du projet de loi, le Forum musulman canadien appuie la volonté gouvernementale de vouloir renforcer ses interventions pour se doter de divers moyens et procédures pour sanctionner la tenue ou la diffusion dans l'espace public des propos haineux ou des discours incitant à la violence qui visent un groupe de personnes comme est identifié dans l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. L'implantation de telles procédures législatives et réglementaires concrètes par le biais du projet de loi 59 réaffirme une volonté politique claire de dénoncer tout discours haineux incluant l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie et le profilage racial. Et faire, comme Mme Vallée a dit, du Québec une société égalitaire, respectueuse, non violente et exempte d'intimidation. Au cours des dernières années, une hausse de l'islamophobie a été constatée dans certains médias et sites
web, selon le rapport de Statistique Canada et Allen 2013, portant sur des crimes haineux déclarés par la police au Canada. Environ la moitié des crimes haineux ciblaient une race ou une origine ethnique, comme les Noirs, les Asiatiques, les Arabes et les Autochtones. Il est à noter que les chiffres donnés dans les statistiques reflètent seulement les crimes haineux et excluent les incidents et les discours haineux. Ainsi, les chiffres, de cette façon-là, sous-estimeraient probablement les incidents et discours haineux. Le discours islamophobe, rampant considéré comme une des formes des discours haineux, visant un groupe de citoyens de confession musulmane, ses institutions, ses membres, surtout les plus actifs, sont les cibles directes de ce discours haineux. Des recours légaux ont été intentés contre certains acteurs porteurs du discours haineux. Cependant, les organisations victimes, soit qu'elles n'ont pas entamé les démarches légales, soit qu'elles avaient peu de recours à faire pour poursuivre leurs démarches juridiques. Dans un des articles de Denise Haley, Les multiples visages de l'islamophobie, elle conclut que la situation des immigrants, et en particulier des immigrants de confession musulmane, fait voir de sérieux problèmes de discrimination. Le traitement des musulmans au sein de la société civile et par diverses dispositions législatives et réglementaires n'apparaît pas à la hauteur de l'imagerie d'un pays se prétendant ouvert aux étrangers de toutes les cultures, d'après Denise Haley, 2011. Ainsi, ce projet de loi contient des dispositions législatives et réglementaires claires pour contrer ce discours islamophobe. Les impacts de telles dispositions sur la communauté musulmane seraient positifs. Les membres de la communauté seraient rassurés de voir des procédures claires mises à leur disposition pour dénoncer les discours incitant à la violence et discours haineux portés à leur égard. Cela aura comme effet également de rassurer la communauté qui est fréquemment stigmatisée et de lui donner un sentiment de justice, de dignité et de pleine appartenance citoyenne. Nous sommes en faveur de la proposition d'octroyer le pouvoir d'intervention et d'enquête à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Nous appuyons en outre le pouvoir de sanction civile pécuniaire et le pouvoir d'émission des ordonnances attribuées au tribunal des droits de la personne. Nous craignons cependant la stigmatisation des personnes jugées coupables si leurs noms sont rendus publics sur une liste diffusée sur le site Internet de la Commission des droits de la personne. Il faut, dans la mesure du possible, s'assurer que le délai d'appel soit expiré avant de diffuser la liste. S'assurer également que le délai de retrait des noms des personnes jugées coupables soit précisé dans le projet de loi 59. En tenant compte de la deuxième partie du projet de loi 59, qui prévoit renforcer la protection des personnes, le Forum musulman canadien accueille favorablement le pouvoir confié au tribunal d'autoriser la célébration d'un mariage lorsque l'un des futurs époux est mineur. Le mariage est une activité qui nécessite que les futurs époux présentent un consentement libre et éclairé. Le tribunal accompagnerait les futurs époux avec leurs tuteurs légaux à consentir à une telle célébration. En matière de protection de la jeunesse, nous accueillons l'ajout de plus de mesures de protection des droits des mineurs dans le cas de mariage. Pour le Forum musulman canadien, aucun compromis sur la sécurité et le bien-être des jeunes n'est autorisé. À cet égard, nous suggérons, dans le cas d'un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des élèves, que les pouvoirs d'enquête soient accordés à la Commission des droits de la personne et non au ministre de l'Éducation, qui conservera le pouvoir de sanctionner à la suite de l'enquête menée par la Commission des droits de la personne. En ce qui concerne la modification de la loi sur la protection de la jeunesse, nous demandons de clarifier la notion de contrôle excessif, qui paraît ambiguë, imprécise et matière d'interprétation, comme nous suggérons de définir clairement et sans ambiguïté la notion de sécurité physique et morale. Dans l'ensemble du mémoire, le Forum musulman canadien veut ajouter sa contribution à celle du gouvernement, de la société civile et de l'ensemble des autorités publiques afin de contrer le fléau des discours haineux et incitant à la violence, qui se réclament à tort de prétextes religieux ou qui invoquent une fausse conception de la laïcité. Ainsi, assurerons-nous un climat propice et égalitaire pour l'ensemble des Québécoises et Québécois. Le Forum musulman canadien mentionne son appui à l'adoption du projet de loi 59 en tenant compte des précisions demandées et des suggestions signalées dans le corps du mémoire.
Comme il applaudit la volonté des autorités publiques de se soucier des intérêts des individus et des groupes et de dénoncer toutes sortes de discriminations et tout discours haineux ou incitant à la violence. Cette volonté qui consolide les liens entre les différentes parties de la société québécoise et canadienne, une consolidation à entretenir. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers députés, on est là pour répondre à toutes vos questions. Quelques réponses vont être données en anglais. Merci, Madame Jabari. Maintenant, nous allons débuter avec la période d'échange en commençant avec Madame la Ministre. Vous avez la parole pour une période de 25 minutes. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci de participer aux travaux de la commission parlementaire. J'aimerais vous entendre un petit peu davantage sur la question. Bon, je vais mettre de côté la question du discours haineux pour le moment, parce qu'on a peu parlé des mesures de protection des personnes. Et je pense qu'il s'agit quand même d'un élément important du projet de loi. C'est un projet de loi qui se veut un projet visant à protéger les personnes. C'est l'ultime but à la base, le fondement de notre projet de loi, c'est la protection des individus et vous avez parlé, vous nous avez demandé dans votre mémoire de définir davantage les mentions de contrôle excessif, les définitions de contrôle excessif. Vous nous avez demandé de définir ou de mieux baliser toute la question des violences qui sont basées sur l'honneur. Je vois que dans votre mémoire, vous faites référence à un certain nombre d'études. Qu'en est-il exactement? Quels sont les éléments ou les pièges dans lesquels il faut éviter de tomber lorsqu'on parle de contrôle excessif et de conception de l'honneur? Parce que vous indiquez qu'on doit on doit porter une attention particulière pour ne pas généraliser certains concepts et ne pas tomber dans ces concepts-là ne peuvent pas être attribués à des communautés entières et tout. Alors, quels sont les éléments qui vous préoccupent? Pour le contrôle excessif. Pour le contrôle excessif, généralement, ce qu'on demande est simple. Ce qu'on demande, c'est de bien donner des critères pour que, voilà, le contrôle excessif, comment on le définit, comment on le présente dans le projet de loi et plus tard dans la loi, pour que ça soit bien clair dans plusieurs dans la LIP, la loi sur l'instruction publique, quand on parle des élèves, sur le code civil, peu importe là où on le met dans le projet de loi maintenant, et plus tard, il faut qu'il soit bien défini avec des critères. On peut même faire des études de cas pour voir c'est quoi le contrôle excessif pour des groupes, comment des groupes le voient et comment d'autres le voient. Le contrôle n'est pas le même pour tout le monde. D'accord? Et excessif aussi, le terme excessif dépend. Il varie selon les personnes, selon les cultures, selon comment les gens sont habitués de voir les choses. Madame la ministre. Et pour ce qui est, quelles sont les préoccupations, les éléments que nous devrions considérer aussi dans la question des violences fondées sur une notion de l'honneur, en fait, parce que c'est vraiment sur une conception de l'honneur. Madame Jabari. Oui, merci. La conception d'honneur ne justifie pas la violence. Donc, toute justification donnée par les personnes, les incriminés, pour les personnes qui ont commis ces crimes-là, ne seront plus justifiables. Donc, la violence ne sera plus autorisée. Crime d'honneur est classé comme crime, point à la ligne. La violence n'a pas de place. Monsieur Mazot. What is exactly important about this subject is to avoid. C'est d'éviter d'associer, de ne pas, que ce soit des meurtres d'honneur ou des crimes d'honneur. Il ne faut pas que ce soit associé à une culture ou à une religion. Et c'est une de nos grandes préoccupations lorsqu'on commence à accuser une culture ou une religion ou une ethnicité, que parce que
vous êtes dans cette religion-là, donc vous êtes la personne qui fait ce genre de crime. Madame la ministre. Évidemment, c'est certain que les dispositions s'appliquent à l'ensemble de la société québécoise, peu importe l'origine ethnique, peu importe l'origine culturelle, peu importe la religion. On sait qu'à une certaine époque, une jeune fille enceinte pouvait faire l'objet d'un grave rejet affectif de la part de sa famille. Ici même au Québec, une famille catholique pouvait rejeter la jeune fille. On sait qu'il n'y a pas si longtemps, plein de jeunes Québécois, de jeunes Québécoises issus de familles québécoises de souche, comme certains le diront, ont été rejetés par le fait qu'ils aient avoué leur homosexualité. Donc, là-dessus, je tiens à vous rassurer, l'objectif, c'est de bien encadrer. On sait que le rejet affectif est déjà prévu comme un moyen d'intervention de la loi de la protection de la jeunesse. Maintenant, il était important d'aller un petit peu plus loin parce que parfois, justement, comme vous le mentionniez un petit peu plus tôt, les interventions étaient difficiles parce que on justifiait certains comportements par la culture, par la religion. Et donc, c'est à ce moment-là que est apparue cette conception de contrôle excessif, que sont apparues les violences, l'utilisation des violences fondées sur une notion de l'honneur. Et le Conseil du statut de la femme a émis un avis en 2013 qui nous indiquait, à juste titre, qu'il était important pour permettre à notre société d'avancer, de nommer les enjeux. Et c'est pourquoi nous avons fait le choix d'inclure ces dispositions-là dans le projet de loi, de modifier la loi de la protection de la jeunesse pour sensibiliser les intervenants, les intervenantes et tous ceux qui ont à travailler avec ces dispositions législatives-là à un phénomène qui est présent et auquel on ne peut faire abstraction. Alors, l'objectif, évidemment, ce n'est pas de stigmatiser des communautés, ce n'est pas de stigmatiser des communautés religieuses, c'est tout simplement de nommer un phénomène qui existe et de l'inclure à titre de motif de compromission dans le développement d'un enfant pour permettre une meilleure intervention, peut-être aussi permettre aux intervenants de mieux diriger l'intervention et s'assurer de poser les bons gestes dans le meilleur intérêt de l'enfant. Madame Gébari. Madame la ministre, je comprends très bien ce que vous dites maintenant et c'est beaucoup plus clair dans ma tête que lorsque j'ai lu le projet de loi. Donc, moi, si je me mets à la place de madame, monsieur, tout le monde, ils vont être un peu mélangés, ils vont pas savoir exactement. Donc, plus de précision, c'est ce qui est demandé. Madame la ministre. Merci. Vous avez soulevé la problématique que certaines personnes ont eue pour s'adresser aux tribunaux pour faire cesser des propos haineux, des propos qui incitaient à la violence. Parce que un petit peu plus tôt aujourd'hui, on a entendu des gens qui nous disaient, et aujourd'hui et un peu plus tôt cette semaine, des groupes qui nous indiquaient qu'il n'était pas nécessaire d'inclure les dispositions sur le discours haineux à la Charte des droits, qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter de nouveaux pouvoirs et d'accorder de nouveaux pouvoirs à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, puisque les dispositions du Code criminel suffisaient à protéger les personnes et que tout ajout supplémentaire était superflu. Je comprends que vous avez une lecture un petit peu différente de la situation. J'aimerais que vous puissiez élaborer sur la question. Madame Gébari. Monsieur le Président. Madame la ministre, oui, j'aimerais bien, nous aimerions plus clarifier les choses. C'est que les gens, oui, il y a le code criminel, oui, il y a la loi fédérale, mais il y a la diffamation au civil comme au criminel, n'est-ce pas? Donc, pourquoi pas, il n'y a rien qui se contredit entre l'implantation de cette loi-là, le projet de loi 59,
et le criminel. S'il y a au criminel et il y a au civil aussi, ça donne la chance aux incriminés de se corriger. Parce que le but, c'est pas la vengeance, là. On cherche pas la vengeance, plutôt que de donner la chance à la personne, au civil. C'est beaucoup plus restreint, c'est beaucoup plus sécure, surtout pour les jeunes là, qui commettent des erreurs dans leur jeunesse, de se corriger à l'état du civil et non au criminel. Madame la ministre. Oui, Ah, je vois que... Monsieur Mazou. Just to add up on this, Le processus criminel, pour vraiment donner du suivi sur tout processus criminel, le temps, l'argent et les résultats sont très différents de prendre une procédure civile. De nos jours, sur les médias sociaux, plusieurs personnes peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire et ce n'est pas facile de commencer à criminaliser les gens à cause d'erreurs, même si c'est un discours haineux. Même si le nom est là sur la liste, nous, on demande d'avoir ce nom durant un temps limité ou à un moment donné, ce nom-là est enlevé, surtout qu'on donne la chance aux personnes qui ont été accusées de ceci de vraiment pouvoir avoir plus d'éducation, parce que souvent, le discours haineux est causé par l'ignorance. Alors, avoir cette occasion de donner aux individus l'occasion de sortir de ceci et d'avoir plus de conscientisation, selon moi, ce serait mieux pour la société. Il y a un terme qui est employé tant dans votre mémoire que dans votre intervention, c'est la question de culpabilité et de crime. Le dossier au niveau de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, lorsqu'un jugement sera rendu, le jugement ne déclare pas quelqu'un coupable. Ce n'est pas une infraction criminelle. La liste, dans le fond, la liste... Puis ça, c'est une autre situation qui a fait l'objet, un autre enjeu qui a fait l'objet de beaucoup de discussions au cours des derniers jours. La préparation de la liste, en gros, ça reprend des éléments qui sont déjà publics, parce que les jugements, les décisions de la Commission des droits de la personne sont déjà publiques, sont déjà accessibles sur le site Internet de la Commission, ils sont déjà accessibles sur... la plateforme web. Donc, c'était de regrouper, ni plus ni moins, les décisions de la Commission de la personne et de la jeunesse, puis évidemment d'avoir un caractère punitif, en ce sens que quelqu'un qui diffuse des propos de nature haineuse, des propos qui incitent à la violence, bien, c'est peut-être important de le savoir, notamment pour prévenir des récidives et pour prévenir que ces gens-là puissent continuer de tenir de tels propos dans la sphère publique, que ce soit par le biais de conférences ou par le biais de discours prononcés un petit peu partout. Alors, ça permet notamment à ceux et celles qui reçoivent des conférenciers de savoir si les conférenciers ou les invités pourraient notamment être des gens ayant tenu ce type de discours-là, et ça pourrait peut-être les éclairer quant au choix ou à l'opportunité ou à la non-opportunité de recevoir certaines personnes. D'ailleurs, c'est un des moyens, et ça permet aussi, notamment dans les mesures qui touchent toutes les dispositions qui touchent le ministère de l'Éducation, ça permet aussi d'assurer une meilleure protection des jeunes. Alors, si ces individus ou ces groupes-là sont actifs dans les maisons d'enseignement, bien, ça permettra au ministre de l'Éducation de demander que cesse la tenue de discours ou de conférences par ces gens-là. Alors, c'est vraiment l'objectif de la liste, et on semble faire une assimilation avec un registre, par exemple, des délinquants sexuels. C'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas dans le même ordre d'idée. C'est une liste qui réfère à des informations de nature publique qui sont disponibles de toute façon sur les sites de la Commission des droits de la personne, ou qui seraient disponibles en ligne sur le site jugement.qc.ca suite à une décision du tribunal des droits de la personne. Je vais céder la parole à mon collègue de Chomédé, je pense qu'il souhaite s'entretenir avec vous. Monsieur le député de Chomédé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mazoum, Madame Zébari.
Bienvenue à votre Assemblée nationale. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. D'entrée de jeu, en lisant votre mémoire, vous prenez la peine de nous noter à la page 3 que le projet de loi 59, les différentes mesures, il faut qu'on s'assure d'avoir un climat propice et égalitaire pour l'ensemble des Québécois. Je pense que tous les députés de l'Assemblée nationale recherchent la même chose. Le Québec, le vivre ensemble au Québec, c'est quelque chose de très important. C'est une société de droit. Chacun des Québécois, de quelque origine qu'ils soient, ont les mêmes droits et il nous incombe de s'assurer que les droits qui sont garantis par la Charte, les droits qui sont garantis par les différentes lois, soient appliqués, applicables et qu'ils soient les mêmes pour tout le monde. Je veux revenir sur votre mémoire parce que j'ai besoin de quelques précisions. Ce matin, on a fait référence à des statistiques. Ma collègue de Tachereau a fait référence à certaines statistiques qui sont mentionnées. Vous en faites rapport à la page 4. Et j'aurais aimé vous entendre un petit peu plus par rapport aux statistiques où vous mentionnez que, et vous l'avez mis au conditionnel, que selon vous, les chiffres qui sont rapportés à Statistique Canada ne tiennent pas compte de tous les incidents qui surviennent en cours d'année, que ce soit au Québec ou au Canada, touchant les incidents haineux, les crimes haineux ou les discours haineux. Vous avez cette perception-là où vous auriez des données factuelles qui nous permettraient d'éclairer les membres de la Commission que les chiffres rapportés par Statistique Canada ne sont qu'une partie de la réalité? Ça sera ma première question. Madame Jebari. Merci, Monsieur le député. En fait, ce qu'on a mis ici comme statistique, vu que c'est des statistiques déjà, ça couvre les problèmes les plus graves, ça couvre les crimes, ça touche même pas les propos, les discours, les incidents haineux. C'est déjà, si on inclut les propos haineux, les incidents haineux, le chiffre va beaucoup augmenter. Donc, Mazoum. Yes, we are very close to the community, and I myself have been. La communauté et moi-même, ça fait presque 26-27 ans que je suis ici. Je peux vous garantir que le nombre d'incidents sont beaucoup plus élevés. Et c'est un fait. Bon, j'apprécie ce que vous avez mentionné, qu'en tant que Québécois, on devrait tous se sentir citoyens du Québec, d'avoir les droits égaux et ainsi de suite. Mais il y a une perception, que ce soit 100% correct ou 60% ou 90% correct, je ne sais pas, que la communauté est ciblée de façon très grave. Et c'est un cible facile. Bon, on peut parler de leurs valeurs, n'importe qui peut accuser n'importe qui, n'importe quoi, sans fait, sans preuve. Et on peut même relier des choses à ce qui se produit à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du Québec. Et la police, les autorités ne peuvent pas intervenir pour empêcher ceci. Alors, il y a une perception que nous recevons de notre communauté. Bon, nous subissons les effets de l'islamophobie et malheureusement, c'est ceci vers lequel je devrais attirer l'attention de tous les membres de l'Assemblée nationale, c'est nos jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont nés au Québec, qui le sentent plus que nous, nous qui venons de l'extérieur du Québec. Alors, c'est une des choses avec lesquelles nous devrions faire très attention. Et je vais prendre quelques secondes de plus. Bon, il y a quelques années, ma fille, il y a eu un incident qui se produisait à l'extérieur du pays, et ma fille va à l'école publique. Elle va à une école publique et un des professeurs, elle était en 4e, 5e année primaire et il a dit « Les musulmans doivent retourner à la maison ».
Et lorsqu'il est arrivé à la maison, Costa Pierrefonds, elle habitait là, et il est né là, à Pierrefonds. Elle est là toute sa vie. Et ils ont dit, retournez à la maison, retournez chez vous, dans votre pays. Alors ça, c'est une réalité auquel nous devons faire face. Et juste pour vous donner un exemple rapide, ces discours peuvent avoir des effets très négatifs sur nos jeunes Québécois. I understand what you're just saying because in politics we have the same feeling. It's all based on perception. C'est tout basé sur la perception. Mais ayant été policier pendant tant d'années dans ma vie antérieure, on base notre jugement. Il faut baser notre jugement sur les faits. C'est pour ça que je voulais vous rassurer tantôt en vous disant qu'on est dans une société de droit. Ce que vous nous soulevez nous amène à se rendre compte qu'on doit avoir une meilleure communication, on doit donner de meilleures informations pour que les gens qui sont sujets ou qui peuvent être victimes de comportements de d'autres personnes à l'intérieur de la société québécoise, à l'intérieur de la société canadienne, bien, il y a des interventions qui se fassent. Justement, j'ai toujours dit, l'intégrité de la personne, c'est la chose la plus importante dans ta vie. Donc, pour protéger cette intégrité-là, on a des dispositions dans le projet de loi 59 qui touchent la protection, justement, des gens qui rapporteraient ces incidents-là. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous avez regardé si on va assez loin dans le projet de loi 59 relativement à la protection des gens et on veut les inciter, ils vont avoir des campagnes de sensibilisation. Je pense qu'il faut démystifier les perceptions des faits pour faire en sorte que chacun des Québécois, Québécoises puisse vivre à l'intérieur de la société. Je vous donnerai l'exemple de Chomédé à Laval, le vivre ensemble à Chomédé, c'est des Québécois de toutes les origines. Et, je veux dire, il y a un exemple à aller chercher là aussi. Ça fait que, est-ce que la protection qui est dans le projet de loi 59 qu'on a inscrit pour les gens qui vont rapporter ces incidents-là, est-ce que vous pensez qu'on atteint l'objectif? Est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Ou est-ce qu'il y a des choses qui seraient pas tout à fait exactes vers où on veut aller? Madame Jaberry. Monsieur le député, en fait, nous, comme on a déjà montré dans le résumé sommaire que j'ai fait tout à l'heure, puis dans le mémoire qu'on vous a soumis, qu'on est en faveur de plusieurs et presque de la majorité des points mentionnés dans le projet de loi. Ce qui fait, on voit que le projet de loi est très positif dans le sens où il protège tout le monde. Je me questionne pourquoi les gens disent, pourquoi quelques groupes disent « Ah non, c'est en faveur des musulmans ». Il peut être le contraire, parce que tout simplement, ce que ce projet de loi-là prévoit, c'est contrer la haine, contrer toute la méchanceté, si on veut vraiment simplifier les mots, contrer tout discours haineux. Ça veut dire qui fait mal à un groupe, à une personne, à des individus, à tout le monde. Ce projet de loi-là met des balises bien claires pour que n'importe quelle personne qui parle sans réfléchir, eh bien, qu'il tourne la langue cette fois avant de parler. Alice, qu'il nous reste seulement quelques minutes, 2 minutes. Il vous reste 2 minutes, monsieur. Il reste 2 minutes. J'aimerais que vous nous précisiez. Vous avez indiqué dans votre mémoire que, à la page 7, vous craignez l'attribution de plus de pouvoir au ministère de l'Éducation. Voulez-vous être un petit peu plus explicite? Pourquoi le ministre de l'Éducation, là, vous le craignez? Là? Au contraire, je l'aime bien. Ah. Le fait qu'on a choisi d'octroyer le pouvoir et de garder le pouvoir d'enquête à la Commission des droits de la personne, c'est parce que c'est la commission qui est vraiment spécialisée pour faire. Elle est faite là, c'est son rôle, ses capacités, ses habiletés. Ça fait des années et des années, je pense qu'ils fêtent leur, je sais pas combien d'années, là, 50,
40, voilà. Déjà, ils sont plus habiles que n'importe quel ministère ou institution pour faire ce travail-là. En plus de ça, le ministre de l'Éducation va désigner un enquêteur. Lorsqu'on affiche le poste là d'enquêteur, là, c'est sûr qu'on va se diriger vers l'institution spécialisée pour ça. Ça, c'est de un. De deux, je pense que le fait le ministre de l'Éducation, le MELS, là, a assez de tâches à faire. Puis nous, comme enseignants, comme école, comme administrateurs, on sait très bien que notre rôle, c'est la sécurité de l'élève. Déjà, il va y avoir une collaboration entre la commission et les écoles, la commission et le ministère de l'Éducation pour le bien de qui? De l'élève. Donc, ils vont travailler en pair. Sauf que on voit que l'enquête reste dans les mains des spécialistes pour, par la suite, communiquer les résultats et garder le pouvoir de sanction au ministre de l'Éducation. C'est comme ça qu'on voit les choses. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période d'échange avec l'opposition officielle. Madame la députée de Tachereau, à vous la parole pour une période de 15 minutes. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme Jabir, M. Majdouf. Bienvenue à cette Assemblée nationale. Pour en finir un peu avec les chiffres, peut-être rappeler que ce que j'ai dit ce matin, ce que j'ai relevé tout simplement, je ne fais pas de discussion sur les chiffres, c'est que les deux groupes qui sont les plus victimes de crimes haineux selon Statistique Canada 2013, ce sont les communautés juives et les Noirs. Mais de façon hors proportion. 55% pour la communauté juive, 45% pour les Noirs par rapport aux autres crimes haineux. Et que eux, les Noirs, en fait, pas tous, parce que c'est comme tout le monde, vous ne représentez pas toute la communauté, comme ils ne représentent pas toute leur communauté, les gens qui sont venus ici en commission, mais que les représentants des communautés noires, des Juifs et de la communauté LGBT qui sont venus ici sont tous très inquiets du projet de loi, tous et toutes, simplement. Mais ce sont les groupes les plus victimes de crimes haineux. Ceci n'excuse aucun crime haineux ou aucune parole haineuse envers qui que ce soit, particulièrement envers la communauté que vous représentez ou dont vous êtes des représentants aussi. Mais voilà pour les chiffres. Madame Jabir, vous êtes porte-parole. Vous venez de dire qu'il faut que les gens se tournent la langue 7 fois et puis ils devraient peut-être être poursuivis. Vous allez voir où je vais m'en venir sûrement déjà. Récemment, en mars 2015, vous-même, vous avez tenu des propos qui ont été considérés par la communauté haïtienne comme extrêmement outrageants. Vous avez été obligé de vous excuser, ce que je trouve très bien d'ailleurs. Vous avez dit qu'on est devenus les négros des Québécois, on ne va pas accepter d'être les esclaves ni les négros des Québécois. Premièrement, je suis très désolée que vous pensiez ça des Québécois dont vous faites partie. Et je pense que vous avez commencé à rectifier, mais vous rendez-vous compte qu'avec la loi qu'on a actuellement, vous étiez poursuivable. On aurait pu vous poursuivre pour ne pas vous être tourné la langue 7 fois avant de... Et c'est ça qu'on veut éviter. Merci, Madame la députée de Tachereau. C'est une occasion pour moi de m'exprimer publiquement. De un, j'ai eu le courage de dire « je m'excuse, j'ai commis une erreur. Je n'ai pas tourné la langue 7 fois avant de parler. » Ça, c'est de un. De deux, oui, c'était dit dans un contexte un peu émotif, dans une entrevue téléphonique, où on parlait vraiment là, c'est 7 minutes là, 7 secondes là, l'extrait là qu'ils ont mis et diffusé. Mais l'entrevue téléphonique parlait de l'actualité. C'était juste après notre point de presse qu'on a fait en février, je pense. Par la suite, le journaliste, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le lien entre, on parlait du trailer du film Selma, parlant de la vie de Martin Luther King et la ségrégation des Noirs dans les années 40-50. Ce qui fait, l'analogie faite, c'est parce que j'étais dans le contexte du film,
on parlait des Noirs, de ce qu'ils ont vécu à l'époque. Puis sa question, c'est pas une question, mais c'était plus sa façon de voir les choses. Ce qui s'est passé dans les années 40, ce qu'ont subi les Noirs dans les années 40-50, me rappelle ce qui se passe actuellement. Les musulmans sont devenus la viande de tout le monde, vraiment une viande chère, là où à tous les jours sur les manchettes, on ne parle que des musulmans qui ont fait ça, les musulmans terroristes, les musulmans ceci. Et si un musulman fait une erreur, c'est tous les musulmans qui assument. Donc, c'était dans un contexte émotif. Là, je l'avoue, et puis j'ai le Forum musulman canadien, puisque j'étais sa porte-parole, a fait sortir son communiqué de presse comme quoi je m'excuse officiellement de ne pas faire ça. Ça, c'est... Est-ce que je peux continuer? Je comprends, puis ça, les excuses, je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes, puis je comprends le contexte, mais vous vous rendez compte que ce contexte, vous seriez, un instant, ce sera pas long. Je vais juste on va se relancer comme ça, parce que j'ai seulement 15 minutes, que vos explications, c'est devant un tribunal que vous auriez été obligé de les donner, parce que vous étiez susceptible d'être poursuivi. C'est là où ça va, cette loi-là, là. Monsieur Mazoub? In order not to switch the discussion, Pour ne pas changer le sujet, parce que ici, nous ne sommes pas ici vraiment pour mettre quelqu'un sur la sellette, là. Certainement, personne n'est au-dessus de la loi. Si quelqu'un est vraiment coupable, bon, c'est coupable, ça c'est certain. Mais j'apprécie beaucoup que vous aviez soulevé ce sujet. Pourquoi en particulier? Parce que ceci nous donne un exemple clair à propos du projet 59, projet de loi 59, parce qu'à cause de ce petit incident qui s'est produit et on s'est excusé, et ainsi de suite, et juste pour l'information de tout le monde, nous avons de très bonnes relations avec la communauté haïtienne et on les a rencontrés et eux ont bien compris ce qui s'est passé. Mais le sujet est très important. Dans ce cas-ci, l'islamophobie était à son niveau le plus élevé. La haine était à son niveau le plus élevé. Bon, quelques jours après cet incident, le maire d'une ville très connue au Québec avait aussi dit quelques mots qui devaient être compris comme étant de la haine contre les Noirs. Il a été attaqué sur sa personnalité, son opinion. Ni sa culture a été attaquée, ni sa religion n'a été attaquée, ni... Bon, personne ne disait rien pour ces choses-là. Mais Mme Berry, lorsqu'elle a fait son erreur, pour laquelle s'est excusée, qu'elle a reconnue, c'était le bar ouvert contre les musulmans. Et bon, c'est leur religion et patati patata. Alors, c'est ce qui nous inquiète au Québec. Bon, ce sentiment islamophobe qui est prévalent. Et c'est vraiment... On espère que ce nouveau projet de loi est un des éléments qui va nous aider à vraiment lutter contre cette islamophobie. Merci. Madame la députée Tachereau. Puisque vous êtes là, M. Mazoub, vous avez fondé l'École Le Savoir. Vous avez fondé une école qui s'appelle Le Savoir, qui est entérinée par le ministère de l'Éducation et du Loisir. Ce projet de loi va essayer de protéger ce qui est quelque chose d'absolument non défini, qui est la sécurité morale et physique des étudiants. Vous avez une école qui est dans un building, je pense que vous louez des locaux d'un building qui appartient à l'Association musulmane canadienne, certains disent lié aux frères musulmans. Et imaginons que dans votre école, quelqu'un s'offusque de voir que vous ayez reçu un imam qui a des propos liés à une association, qui a des propos, peu importe, mais qui est lié à une association terroriste qui a d'ailleurs été jugée, qui en a retiré son chose de bienfaisance parce qu'elle était liée à des organisations terroristes. Vous vous rendez compte que dans votre école, on pourrait dire que cette école attaque la sécurité morale des étudiants, parce que la sécurité morale n'a aucune définition et que c'est quelque chose qui n'a jamais été... il n'y a jamais eu de discussion là-dessus au Québec là-dessus. Vous vous rendez compte à quel point on ouvre un panier de crabes en ouvrant cette chose et que vous-même, comme ayant fondé une école, vous seriez susceptible d'être poursuivi devant la CDPDJ ou d'envoyer des enquêtes au ministère de l'Éducation sur qui vous amenez comme prêcheur dans vos écoles. Monsieur Mazoub. D'abord, votre source d'information n'est pas à 100% solide. Je suis très préoccupé que votre source d'information vient d'un côté, on connaît tous leurs sources. Je vais vous expliquer. D'abord,
Je ne suis pas le fondateur de l'École du savoir. Je suis un cofondateur. Bon, ça, c'est une école communautaire et mon numéro 1. Et l'école communautaire a plus de... Bon, à ce moment-là, ça a été établi en 2008 ou 2009. C'est un ville de Pierrefonds. Et depuis ce temps-là, comme c'est une communauté, moi, ça fait 27 ans, il y avait un groupe de gens qui sont réunis pour établir une école communautaire. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, pour de suggérer indirectement, une fois de plus, ça c'est une des choses qu'on aime. Bon, j'espère que ces choses-là vont être clarifiées dans le projet de loi, que de suggérer qu'on occupe un bâtiment. Bon, d'abord, nous sommes des locataires, nous sommes l'association de savoir, c'est une association québécoise, ce n'est pas une nation fédérale. Alors, c'est une association québécoise, ce n'est pas une nation fédérale. MAC, c'est le propriétaire du bâtiment et nous sommes les locataires du bâtiment numéro 1. MAC, en se basant sur son intervention, est une institution légale au Canada, fédéralement parlant. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu, on n'a pas reçu d'indication du gouvernemental pour dire que non, c'est autrement. Alors, nous sommes vraiment... Nous louons le bâtiment d'un organisme fédéral légitime. De suggérer que c'est associé à X, Y ou Z, bon, téléphone à Mac et moi vous dire, bon, maintenant, pour revenir à votre question, c'est très important. Si un imam, ça n'arrive pas, supposons qu'un imam vienne à cette école, parce que ce n'est pas une école religieuse, et en passant, bon, je voudrais prendre une minute pour parler de ceci. Une autre erreur que tant de personnes font, l'école musulmane, en tout cas, bon, l'école de savoir, ce n'est pas une école musulmane dans le sens de religion. C'est une école communautaire. Nous avons 35 heures d'éducation, selon les heures du ministère, 1 heure de Coran, 1 heure d'arabe. Ce n'est pas une école islamique, juste pour que ce soit très clair pour tout le monde. Si quelqu'un, non seulement un imam, mais n'importe qui dans cette école, achoppe sur ce dossier, oui, on est responsable. Personne ne devrait être au-dessus de la loi. Ça, c'est ma réponse. Ma source, c'était QMI, l'agence QMI, simplement. L'autre chose, c'est... Bon, vous dites on est simplement locataire d'un immeuble qui appartient au MAC, Muslim Association of Canada, mais vous recevez... Cette école reçoit aussi des fonds du Koweït. Et le Koweït, c'est pas nécessairement... il y a des gens qui pourraient se dire, une école qui est financée par un royaume comme le Koweït, qui n'est pas véritablement une école qui enseigne, un pays qui enseigne la démocratie et tout. Comprenez? On peut jouer là-dedans en masse quand on a des projets de loi comme ça, où tout est indéfini, tout est mou, tout est vaseux. C'est ça le problème, là. Et je m'étonne que vous appuyiez cette loi. Moi, j'avoue que plus j'écoute les gens, plus j'écoute les intervenants, plus je suis inquiète. Mais je vais vous montrer jusqu'à quel point... il y a du danger dans l'imprécision et dans ce que vise cette loi. Madame Jabaré. Madame la députée de Tachereau, merci pour la question, pour l'interrogation. En fait, oui, ces écoles communautaires, comme les organisations sans but lucratif, n'ont pas de ressources, n'ont pas de subventions. C'est une école, parlons de l'école de savoir, c'est pas une école subventionnée. Ce qui fait, elle reçoit, ces ressources financières viennent d'où? Viennent des frais de scolarité que les parents payent, viennent des levées de fonds que des fois l'école organise, et des fois des fonds qui viennent de l'extérieur. Ces fonds sont légaux, strictement légaux, ça passe par le gouvernement. Déjà, le chèque, on le reçoit, la personne qui l'a reçu, l'a pris de l'ambassadeur koweïtien à Ottawa. Ce qui fait, c'est strictement légal à 100%. Donc, il n'y a pas de souci là-dedans. Notre appui au projet de loi, c'est que pourquoi ne pas appuyer un projet de loi qui est en faveur de toute personne ou tout groupe qui se sont humiliés, démunis, toute personne qui se sont dénigrées. Voyez pourquoi on le soutient pas uniquement parce que ça peut être en faveur de la communauté musulmane. Nous sommes des Québécois et Québécoises ici, ce qui fait le bien-être de tout le monde compte. Moi maintenant, à cette place-ci, je le dis clairement que n'importe quelle personne qui franchit la ligne du respect, puis qui diffuse un discours haineux, n'a pas de place ici.
Pour de bon, il n'a pas de place ici. Peu importe qu'il est un imam musulman ou un journaliste ou un politicien ou un élève au secondaire ou au cégep. Vous voyez, on est tous ici pour collaborer tous ensemble afin de protéger ce pays-là. Les lois ne sont pas, on n'est pas là pour s'opposer, pour dire, ah, OK, ma position est la meilleure et c'est ma position qui rejette ta position. On est là pour le bien de tout le monde. Madame la députée de Tachereau. Donc, pour reprendre l'exemple de M. Majoub, tout à coup, quelqu'un qui dirait un enfant, ben, retournez à la maison, retournez chez vous, alors que c'est un Québécois d'origine. Retournez à la maison, on devrait le poursuivre dans ce projet de loi-là. La personne pourrait le poursuivre. C'est comme ça que vous voyez la loi. I have read Monsieur Majoub. as much as I know about the loi, Tout ce que je pouvais à propos du projet de loi. Il est clair que ce n'est pas une espèce de bar ouvert pour commencer à se plaindre à gauche et à droite. Non, la loi stipule qu'il y a une commission ou un comité qui va regarder la plainte pour voir si elle a un mérite, oui ou non. Alors, si elle est fondée, s'il est fondé ou pas. Alors, nous, ce qu'on croit, c'est que si c'est applicable, bon, je n'aime pas que les gens se plaignent tout le temps. Non, nous savons que personne n'est parfait et nous ne sommes pas ici pour être pour ou contre le gouvernement. Non, non. Nous sommes simplement ici pour discuter du projet de loi lui-même. Alors, nous croyons fermement qu'une telle mesure, si elle est applicable, si elle est appliquée correctement, et nous on espère que ça va être appliqué correctement, ça va aider non seulement ma communauté, ça va aider tout le Québec à être plus inclusif, c'est-à-dire que tout le monde va se sentir en sécurité. Et c'est ce qu'on recherche. On ne cherche pas le favoritisme, non. Personne ne devrait être préféré à cause de sa religion ou de ses antécédents. Non, non. Nous cherchons le fait que tout le monde se sente en sécurité dans notre pays. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période d'échange avec le deuxième groupe d'opposition. Madame la députée de Montarville, à vous la parole pour une période de 10 minutes. Merci, M. le Président. Merci, bonjour. On s'est déjà rencontrés dans une autre vie pour un autre projet de loi. Merci. Je sais, je m'en souviens très bien. On avait discuté. Et pour le bénéfice des auditeurs, nous avions rencontré les gens de la communauté pour le projet de loi du précédent gouvernement, la Charte du Parti québécois. Cela dit, on arrive ici avec une loi très, très différente. Et à la lecture de votre mémoire, je comprends que vous pensez aussi que cette loi va aider à contrer l'islamophobie. Ça va aider. Ça pourrait aider, du moins. C'est écrit dans votre mémoire. Maintenant, je vous demande, croyez-vous également que cette loi-là, parce que n'oubliez pas qu'elle est dans la foulée du projet et du plan du gouvernement pour contrer la radicalisation chez les jeunes, l'endoctrinement, la radicalisation et ces jeunes qui partent à l'étranger faire le djihad, entre autres, croyez-vous que ce projet de loi va également contrer l'endoctrinement qui mène à la radicalisation des jeunes. Parce qu'un jeune, ça ne se radicalise pas automatiquement. Il y a eu tout un processus d'endoctrinement. Donc, croyez-vous que ce projet de loi va contrer l'endoctrinement qui mène à la radicalisation des jeunes? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions là-dedans? Monsieur Mazoub. Très bonne question. On en a parlé durant cette discussion et à propos de la réflexion sur cette loi. Toute mesure prise contre toute forme de haine va avoir un effet pour diminuer la radicalisation des jeunes. On ne parle pas ici seulement de la radicalisation religieuse. On parle, ça pourrait être la radicalisation séculière, ça pourrait être, je ne sais pas, la radicalisation économique. Bon, la radicalisation, ce n'est pas limité aux religions. Alors oui, nous croyons que toute mesure qui est prise pour lutter contre toute forme de haine, bon, des campagnes de paroles haineuses, ça va avoir un effet positif. Surtout dans le monde cybernétique maintenant, il y a l'Internet, bon, tout ce qu'on dit, c'est déjà diffusé partout sur la planète Terre. On se dit que jusqu'à un certain point, oui, ça va aider. Même je sais qu'il y a un projet de loi 62 qui va être plus ciblé sur ce sujet-là lorsqu'il va arriver à cette table. Mais oui, pour répondre à votre question, oui, on pense que ça va peut-être, comme vous l'avez dit, ça va peut-être aider.
Je comprends également, tout comme vous, que la radicalisation n'est pas nécessairement une radicalisation religieuse. La triste réalité est que malheureusement, c'est dans un contexte aussi religieux qu'on voit ces jeunes se convertir, par exemple, à l'islam et passer aux actes. On n'a qu'à penser à ce Québécois à Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'est converti, qui est allé tuer un soldat au nom d'Allah, et on apprend ce matin dans les journaux qu'il voulait en tuer d'autres. Donc, cette radicalisation des jeunes qui mène à des crimes épouvantables et qui souvent aussi fait que la communauté musulmane se retrouve, c'est comme un cercle vicieux, au premier chef victime. Les parents qui voient les enfants partir sont bouleversés. Il y a quelque chose qui me surprend dans les groupes que nous recevons, c'est la différence de perception du projet de loi. De votre côté, vous dites, oui, c'est bon, ça va nous aider, ça va entre autres contrer l'islamophobie, mais tout type de discours haineux. Hier, nous avions Julius Gray et tout à l'heure, nous avions le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Et ces gens croient, au contraire, et qui ont vécu la discrimination et les propos haineux, la communauté juive au premier chef également. Ces gens, donc ces groupes, croient au contraire que ce projet de loi est trop large et qu'il va trop brimer la liberté d'expression et que la liberté d'expression sera trop restreinte. Alors vous, de votre côté, vous semblez être moins dérangé par le fait que la liberté d'expression sera brimée avec ce projet de loi. Pourquoi? Madame Gébaré. Merci, Madame la députée de Montarville. Il y a deux parties dans votre question. La partie radicalisation et comment contrer la radicalisation. Ici, on est là pour vraiment aider, surtout le plan d'action du gouvernement est basé sur ça. Et ce projet de loi-là est là vraiment pour appuyer le plan d'action du gouvernement. De un, le gouvernement seul, sans l'appui de l'opposition, sans l'appui des autorités publiques et de la société civile, ne pourra jamais seul contrer la radicalisation ni contrer la discrimination de toutes ces sortes, soit l'islamophobie, soit l'antisémitisme, le profilage racial. Tout ça, le gouvernement seul ne peut pas le faire. Il faut passer par l'éducation nous-mêmes, dans nos familles, dans nos écoles, dans la vraie vie finalement, là où on passe. Il faut de l'éducation. C'est le mot à dire. Donc là, on parle de toutes sortes de radicalisation, mais soyons plus précis, on parle de la radicalisation religieuse, donc la radicalisation de ces jeunes-là, les cégepiens qui se dirigent à l'extérieur pour des raisons quelconques. Si on voit, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème si on ne regarde pas les causes. Qu'est-ce qui a ramené ces jeunes-là à se diriger à prendre cette déviation-là? On va trouver plusieurs raisons. Il y a des adolescents, des jeunes là qui se dirigent vers l'alcool, vers la consommation, vers toutes sortes de mauvais chemins. Il y a d'autres là qui, surtout et d'origine, ont vécu l'exclusion. Ils sont exclus de la société, ils sont intimidés dans leurs écoles. Ils se sont dérangés soit par leur nom, soit par leur... Ils ne trouvent pas leur part dans la société. Alors, ils veulent fuir la société. Pour aller où? Pour aller vers l'inconnu ou vers le danger. Le danger que nous tous, on est là pour le contrer. Ça, c'est la partie radicalisation. La partie 2, est-ce qu'on pense vraiment que ce projet-là peut contrer la discrimination, donc et parmi l'islamophobie, et travailler finalement la discrimination, la radicalisation? Je pense que oui. Je pense que ensemble, c'est sûr qu'il y a des suggestions que tout le monde peut donner qui peuvent modifier, qui peuvent améliorer le projet de loi et le rendre plus acceptable. Madame la députée de Montarville. Juste, je me suis peut-être mal exprimée. J'essayais de comprendre dans quelle mesure des groupes qui ont été ostracisés et victimes de propos violents, comme par exemple la communauté israélienne, juive et israélienne, ils voient ici une grande atteinte à la liberté d'expression, alors que vous, non. J'essaie de voir la différence. Mazo? Si vous suggérez que contre ceci, on ne pense pas, non. En autre mot, si vous suggérez que si moi, je lutte contre le discours haineux, qui signifie que je suis contre la liberté d'expression, non, pas du tout. Parce que vous venez de mentionner que si un imam arrive et vient parler, ce qui signifie que nous parlons déjà d'un imam qui parle,
quelque chose à propos de la discours haineux. Alors, pourquoi ici, est-ce qu'on donne un exemple d'un imam qui dit quelque chose de mauvais? Et qu'est-ce que la loi va faire sur cela? Alors, on ne pense pas du tout qu'il y a une contradiction entre la liberté d'expression et la lutte contre le discours haineux. La liberté d'expression devrait être protégée. Personne ne devrait toucher à la liberté d'expression. Mais il y a une grosse différence entre la liberté d'expression et d'exprimer des terminologies et accuser des groupes de gens et d'accuser leurs valeurs, et les démoniser et démoniser les individus. Il y a une grosse différence. Il y a une ligne claire entre le discours haineux et l'expression de la libre expression. Et on sait que la Cour suprême du Canada est dans une démocratie, dans une société démocratique. La liberté d'expression a ses limites. Et c'est ce qui peut être mon interprétation entre nous-mêmes et d'autres groupes, non seulement les Juifs, mais les communautés noires, peut-être que vous trouvez plusieurs groupes qui sont contre ce projet de loi. C'est comment ils regardent. C'est quoi la perception du projet de loi? Nous pensons que la perception du projet de loi est meilleure que rien. Numéro 1. Numéro 2, on ne pense pas du tout qu'il y a une contradiction entre la liberté d'expression et la lutte contre le discours haineux. C'est ici où on trouve que il faut prendre des mesures pour lutter contre toutes sortes de discours haineux. C'est bon pour nous en tant que Québécois. 1 minute 15. Oh, c'est très court. Écoutez, je vais en profiter pour vous remercier de votre témoignage, puis vous souhaiter un bon retour. Merci. Merci, Monsieur le Président, et chers députés. Merci beaucoup. Merci de votre contribution. Nous allons suspendre nos travaux quelques instants et j'inviterai les représentants du Conseil canadien des femmes musulmanes à prendre place à la table des témoins. Merci.